Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez et quelle est la température chez vous en ce moment. J'aimerais sentir l'atmosphère qui vous entoure pendant que vous écoutez cette histoire, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple légende. C'est une histoire vraie, une histoire de mort, d'amour et de rédemption qui a hanté les routes de Normandie pendant plus d'un siècle, une histoire qui a transformé des hommes sains d'esprit en fantômes vivants. Une histoire qui commence par une nuit d'automne en 1923. La nuit tombait sur les routes sinueuses de Normandie avec une lenteur cérémonielle, comme si le crépuscule lui-même hésitait à céder la place aux ténèbres. C'était l'automne de 1923, et les premiers froids mordaient déjà les joues des rares voyageurs qui osaient circuler après le crépuscule. Les arbres centenaires bordant la départementale d'I-675 se dressaient comme des sentinelles squelettiques, leurs branches nues griffant le ciel gris perlent avec une violence silencieuse. Marcel Dufour serrait le volant de sa Citroën Type A avec une tension qui blanchissait ses jointures. À 42 ans, ce représentant en tissu connaissait ses routes par cœur. Depuis 15 ans, il sillonnait la région, de Caen à Bayeux, de village en hameau, transportant dans le coffre de sa voiture des rouleaux de lin, de coton et de soie qui faisaient vivre sa famille. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dans l'air lui semblait différent. Une oppression inexplicable pesait sur sa poitrine, comme si l'atmosphère elle-même s'était épaissie, devenant presque palpable. La brume commençait à ramper depuis les champs fraîchement labourés, montant progressivement jusqu'à lécher les vitres de la voiture. Marcel alluma ses phares, deux faisceaux jaunâtres qui peinaient à percer le voile grisâtre, s'étendant devant lui, comme un rideau de théâtre avant une représentation macabre. Il pensait à sa femme Marguerite et à leur fille Clémence, 8 ans à peine, qui l'attendaient à Bayeux. Il était en retard, très en retard. Son dernier client, un tailleur exigeant de Caen, l'avait retenu bien plus longtemps que prévu, discutant pendant des heures de la qualité des tissus anglais comparés aux français. Les histoires que racontèrent les paysans dans les auberges lui revenaient en mémoire. La Dame Blanche, une apparition spectrale qui hantait ces routes depuis des temps immémoriaux. Certains prétendaient qu'elle était l'âme d'une jeune mariée morte le jour de ses noces, victime d'un accident de calèche. D'autres murmuraient qu'il s'agissait d'une noble guillotinée pendant la Révolution, condamnée à errer éternellement en quête de sa tête perdue. D'autres encore parlèrent d'une femme assassinée par son mari jaloux, enterrée vivante dans les fondations d'un manoir aujourd'hui en ruine. Tous s'accordèrent sur un point. Croiser la Dame Blanche présageait le malheur. Certains disaient qu'elle apparaissait pour avertir d'un danger imminent. D'autres prétendaient qu'elle choisissait ses victimes, les marquant d'une malédiction qui les consumait lentement. Il y avait 3 ans, un fermier nommé Gustave Moreau avait juré l'avoir vue. 2 semaines plus tard, sa femme était morte en couche. L'année précédente, un médecin de Bayeux avait raconté au café avoir aperçu une silhouette blanche sur cette même route. Son fils unique s'était noyé dans la Vire moins d'1 mois après. Marcel secoua la tête, irrité par ses propres pensées superstitieuses. Un homme moderne ne devrait pas se laisser impressionner par de telles sornettes. Ils étaient en 1923. La Grande Guerre était terminée depuis 5 ans. L'électricité illuminait les villes. Les automobiles remplacèrent les calèches. La science progressait à pas de géant. Il avait survécu à Verdun, vu des horreurs bien réelles, des hommes déchiquetés par les obus, des camarades agonisant dans la boue, des visages défigurés par le gaz moutarde. Voilà ce qu'était la véritable terreur, pas les fantômes d'une campagne arriérée. Pourtant, malgré son rationalisme affiché, Marcel ne pouvait ignorer la sensation de malaise qui grandissait en lui. L'air semblait vibrer d'une énergie étrange. Le silence était trop profond, comme si tous les animaux nocturnes s'étaient tus simultanément. Même le ronronnement régulier du moteur semblait étouffé, absorbé par l'atmosphère oppressante. C'est alors qu'il la vit, une forme pâle au bord de la route, émergeant de la brume comme une photographie se développant lentement dans un bain chimique. En approchant, la silhouette se précisa avec une netteté qui glaça son sang jusqu'à la moelle. Une femme se tenait là, parfaitement immobile, vêtue d'une longue robe blanche qui semblait luire dans l'obscurité d'une luminescence propre, comme si le tissu absorbait la faible lumière des étoiles et la réfléchissait avec une intensité surnaturelle. Le cœur de Marcel manqua un battement. Ses mains se crispèrent sur le volant. Il freina brutalement, instinctivement, faisant déraper légèrement la voiture sur le gravier humide.
Le moteur cala dans un hoquet mécanique, plongeant le monde dans un silence assourdissant, presque solide dans sa densité. Le vent lui-même semblait avoir cessé de souffler. La femme n'avait pas bougé. Elle se tenait à une dizaine de mètres, tournée vers lui, mais Marcel ne pouvait distinguer ses traits dans la pénombre. Pourtant, il sentait son regard avec une intensité presque physique, comme deux rayons laser invisibles perçant à travers le pare-brise, pénétrant sa chair, fouillant son âme. Une sueur froide perla sur son front, malgré la température glaciale. Pendant un long moment qui sembla s'étirer à l'infini, rien ne se passa. Marcel resta figé, les mains sur le volant, incapable de bouger. Son cerveau hurlait des ordres contradictoires. Fuir, klaxonner, sortir pour aider cette femme apparemment perdue. Redémarrer immédiatement. Mais son corps refusait d'obéir, paralysé par une terreur primitive qu'aucun raisonnement ne pouvait combattre. Puis, avec une lenteur délibérée qui rendait chaque seconde insupportable, elle leva un bras. Son geste était d'une grâce inhumaine, fluide et précis comme celui d'une danseuse de ballet répétant un mouvement 1000 fois perfectionné. Elle tendit la main vers lui dans ce qui aurait pu être une supplique ou une invitation. Marcel sentit sa gorge se serrer, sa respiration devenir saccadée. Chaque inspiration lui brûlait les poumons. La silhouette commença à se rapprocher. Mais elle ne marchait pas exactement. Elle semblait glisser sur le sol, se déplaçant avec une fluidité surnaturelle qui défiait toutes les lois de la physique. Ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. La brume s'écartait sur son passage, comme des courtisans s'inclinant devant une reine spectrale. À mesure qu'elle approchait, les détails de son apparence devenaient plus nets, plus terrifiants. Le visage de la femme était d'une pâleur cadavérique, presque translucide, comme si on pouvait voir à travers sa peau les os du crâne. Ses cheveux noirs pendaient en mèches humides, dégoulinant sur ses épaules. Ses yeux, deux puits d'obscurité insondable, le fixaient avec une intensité dévorante. Pas de blanc visible, pas de pupille, juste ce noir absolu qui semblait absorber toute lumière, toute chaleur, tout espoir. Sa bouche était entr'ouverte, révélant des dents d'une blancheur éclatante, trop parfaite, trop nombreuse. Une fine ligne sombre courait autour de son cou, comme une marque de strangulation ou de décapitation. Sa robe, que Marcel avait d'abord prise pour une simple robe blanche, était en réalité une robe de mariée du XVIIIe siècle, ornée de dentelles complexes, maintenant déchirées, maculée de taches sombres qui ne pouvaient être que du sang séché. Elle était maintenant à 3 mètres de la voiture, 2 mètres, 1 mètre. Marcel pouvait voir la buée de son propre souffle se condenser sur le pare-brise, mais la femme ne respirait pas, aucune vapeur ne s'échappait de ses lèvres. Elle était morte, c'était évident, morte depuis longtemps. Ses doigts engourdis cherchèrent frénétiquement la clé de contact. Il la saisit, la tourna avec une force presque hystérique. Le moteur toussa, crachotant comme un malade en phase terminale, puis refusa de démarrer. Marcel sentit la panique pure, absolue, l'envahir. La femme était maintenant à moins d'1 mètre du capot. Sa main tendue se rapprochait du métal. Marcel imagina cette main touchant la voiture, gelant le moteur pour l'éternité, puis ouvrant la portière, ses doigts glacés se refermant sur son bras. Il tourna la clé une 2e fois. Le moteur toussa encore, plus faiblement. La main de la femme était maintenant à quelques centimètres du capot. Marcel pouvait voir ses ongles, longs et jaunis, presque des griffes. Il tourna la clé une 3e fois, hurlant intérieurement, invoquant tous les saints qu'il connaissait, malgré son athéisme affiché. Le moteur rugit enfin, explosant dans un vacarme mécanique qui brisa le silence comme un coup de fusil. Marcel enfonça l'accélérateur jusqu'au plancher. La Citroën bondit en avant avec une violence qui le projeta contre le dossier. Il sentit plus qu'il ne vit la silhouette blanche s'effacer, se dissolvant dans la brume comme du sel dans l'eau, comme si elle n'avait jamais été là. Il conduisit comme un possédé pendant les 10 kilomètres suivants, dépassant largement les vitesses raisonnables pour ces routes tortueuses. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Ses mains tremblaient sur le volant. La sueur trempait sa chemise malgré le froid. Il ne ralentit qu'en apercevant les premières lumières de Bayeux, ces lampadaires électriques rassurants qui marquaient le retour à la civilisation, à la normalité, à la raison. Mais lorsqu'il gara finalement sa voiture devant sa maison, dans la petite rue pavée où vivait sa famille depuis 3 générations,
Marcel remarqua quelque chose qui fit remonter toute la peur qu'il croyait avoir laissée derrière lui sur cette route maudite. Sur le capot, exactement où la main de la femme aurait pu le toucher avant sa fuite précipitée, se dessinait une empreinte de main parfaite, pas simplement posée sur la surface. L'empreinte était gravée dans le métal lui-même, profonde d'au moins 1 centimètre, comme si une main gelée avait marqué la tôle avec une pression surhumaine, laissant une cicatrice permanente dans l'acier. Marcel passa ses doigts sur l'empreinte. Le métal était glacé. Pas froid comme il aurait dû l'être après une journée d'automne, glacé comme s'il sortait d'un congélateur industriel, un froid qui mordait la peau, qui pénétrait jusqu'aux os. Il leva les yeux vers sa maison. Derrière la fenêtre éclairée du salon, il vit la silhouette de Marguerite. Elle l'attendait, inquiète de son retard. Il devrait entrer, l'embrasser, prendre Clémence dans ses bras, manger le dîner réchauffé que sa femme avait préparé. Mais comment pourrait-il leur expliquer ce qui venait de se passer? Comment pourrait-il leur dire qu'il avait vu quelque chose qui ne devrait pas exister, qu'il avait été marqué par une morte? Marcel resta longtemps dans sa voiture, tremblant dans l'obscurité, fixant cette empreinte maudite qui brillait faiblement sous la lumière de la lune. Et pour la première fois depuis la guerre, depuis ces nuits terribles dans les tranchées de Verdun, Marcel Dufour avait vraiment, profondément peur. Car il savait, avec une certitude viscérale qui défiait toute logique, que ce n'était pas terminé, que ce qui avait commencé sur cette route ne faisait que commencer, que la Dame Blanche ne l'avait pas simplement regardé. Elle l'avait choisi. Les semaines qui suivirent cette nuit maudite transformèrent Marcel Dufour en une ombre de lui-même, un spectre vivant, hanté par un spectre mort. Il sursautait, au moindre bruit. Une porte qui claque, des pas dans la rue, le vent qui siffle. Les nuits étaient les pires. Il restait éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond, écoutant les craquements de la vieille maison, convaincu qu'à chaque instant, une silhouette blanche allait apparaître au pied de son lit. Il évitait systématiquement de sortir après le crépuscule. Ses tournées commerciales furent réorganisées pour qu'il rentre toujours avant la tombée de la nuit. Il modifiait systématiquement ses itinéraires pour ne jamais, au grand jamais, emprunter la D675 de nuit. Même en plein jour, il prenait des détours absurdes qui rallongeaient ses trajets de plusieurs kilomètres. Ses clients remarquaient son comportement étrange. Monsieur Beaumont, le propriétaire d'une mercerie à Caen, lui fit remarquer qu'il semblait ailleurs, distrait, incapable de se concentrer sur les échantillons de tissu. Madame Rousseau, une couturière renommée de Bayeux, lui demanda s'il était malade, remarquant sa pâleur et les cernes profonds sous ses yeux. « Vous devriez consulter un médecin », lui suggéra-t-elle avec inquiétude. « Vous avez l'air d'un homme qui n'a pas dormi depuis des semaines. » Elle n'avait pas tort. Marcel dormait peut-être 2 ou 3 heures par nuit, des sommeils agités, ponctués de cauchemars terrifiants. Dans ses rêves, il retournait toujours sur cette route. La femme en blanc l'attendait, mais cette fois, il ne pouvait pas fuir. Le moteur refusait de démarrer. Elle s'approchait de plus en plus près, et il se réveillait en hurlant au moment où ses doigts glacés touchaient son visage. Marguerite s'inquiétait profondément. Son mari, d'ordinaire robuste et optimiste, se transformait sous ses yeux en un être nerveux et paranoïaque. Il avait perdu près de 10 kilogrammes en 1 mois. Ses mains tremblaient constamment. Il buvait trop, espérant que l'alcool chasserait les images qui hantèrent son esprit. Cela ne faisait qu'empirer les choses. « Marcel, parle-moi » le suppliait-elle chaque soir. « Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Tu peux tout me dire. » Mais il refusait obstinément de parler de ce qui s'était passé sur la D675. Comment pourrait-il expliquer? Comment pourrait-il mettre des mots sur une expérience qui défiait toute description rationnelle? Elle penserait qu'il devenait fou. Pire, peut-être qu'il était vraiment en train de devenir fou. L'empreinte sur le capot était toujours là, résistant à tous les efforts de nettoyage. Marcel avait essayé de la poncer, de la polir, même de la recouvrir de peinture. Rien n'y faisait. L'empreinte restait visible, comme une cicatrice sur la chair. Il avait fini par la recouvrir d'une bâche épaisse qu'il attachait soigneusement chaque soir. Mais il savait qu'elle était là, sous le tissu, cette marque de mort gravée dans le métal. Le pire, cependant, c'était les visions. Car après l'avoir vue une fois, Marcel ne cessait plus de l'apercevoir. Partout, toujours à la périphérie de son champ de vision. Une silhouette blanche au bout d'une ruelle quand il tournait un coin de rue, un reflet dans une vitrine qui ressemblait trop à un visage pâle, une tache claire dans l'obscurité d'une allée qui bougeait
quand il ne la regardait pas directement. Chaque fois qu'il tournait la tête pour regarder directement, il n'y avait rien. Mais il savait, il sentait sa présence. Elle le suivait, elle le traquait. Elle attendait quelque chose de lui, mais quoi? Un après-midi de novembre, alors qu'il travaillait dans son bureau à la maison, cataloguant ses échantillons de tissus, Marcel leva les yeux vers la fenêtre. Dehors, dans le jardin, se tenait une silhouette en robe blanche. Son cœur s'arrêta. Il cligna des yeux. La silhouette était toujours là, parfaitement immobile, le regardant. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise. Il courut à la fenêtre, le cœur battant. Mais quand il regarda à nouveau, il n'y avait que le linge que Marguerite avait étendu le matin même, une nappe blanche qui ondulait dans le vent. « Mon Dieu !» murmura-t-il, se prenant la tête entre les mains. « Je deviens fou. Je suis en train de devenir complètement fou. » Mais ce n'était pas tout. La petite Clémence commença elle aussi à avoir un comportement étrange. Un soir, alors qu'elle dessinait dans le salon, Marguerite remarqua qu'elle avait tracé une figure particulière. Une femme en robe blanche, debout, au milieu d'une route, entourée de brume. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Marguerite, sentant un frisson glacé parcourir son échine. « C'est la dame que papa voit, » répondit Clémence d'une voix innocente, concentrée sur son dessin. « La dame blanche qui veut rentrer à la maison. Elle est triste, maman. Elle pleure tout le temps. Elle ne peut pas trouver son chemin. » Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. « Comment sais-tu que papa voit cette dame ?» Clémence leva vers elle des yeux clairs et sérieux. « Je la vois aussi, maman. Quand papa est dans la pièce, elle est debout derrière lui. Elle le regarde. Elle veut lui dire quelque chose, mais elle ne peut pas parler. » Ce soir-là, quand Marcel rentra de sa tournée, Marguerite l'attendait dans le salon. Elle avait envoyé Clémence chez sa sœur sous un prétexte quelconque. Le dessin était posé sur la table basse. « Il faut que tu me dises ce qui se passe, Marcel, » dit-elle d'une voix ferme, mais emplie d'inquiétude. « Maintenant. » Clémence voit quelque chose. Elle dessine cette femme. Elle dit que tu la vois aussi. Notre fille est en danger à cause de ton silence. Le barrage se rompit enfin. Marcel s'effondra dans son fauteuil et raconta tout. La route, la brume, la femme en blanc, l'empreinte, les visions constantes, la terreur qui ne le quittait plus. Il parla pendant 1 heure, libérant tout ce qu'il avait gardé enfermé pendant des semaines. Marguerite l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus pâle à mesure que le récit progressait. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider, » dit-elle finalement, ou du moins quelqu'un qui pourrait nous expliquer ce qui se passe. Ce fut le vieux Gustave Leclerc qui leur fournit les premières réponses. Gustave était une institution à Bayeux, un homme de 82 ans, dont la mémoire remontait plus loin que celle de quiconque dans la région. Il avait connu 4 guerres, vu des régimes tomber et renaître, assisté à la transformation de la France rurale en une nation moderne. Mais surtout, il connaissait les histoires. Toutes les histoires que les gens préféraient oublier. Un après-midi pluvieux de novembre, alors que Marcel était assis seul dans son café habituel, essayant de calmer ses nerfs avec un verre de Calvados, le vieil homme s'installa à sa table sans invitation. « Vous avez l'air d'un homme qui a vu un fantôme », déclara Gustave de sa voix éraillée par l'âge et le tabac. « La D675, n'est-ce pas? Vous l'avez rencontrée, la dame blanche. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Marcel sentit sa gorge se serrer. Il acquiesça silencieusement. Gustave alluma lentement sa pipe, prenant son temps, laissant le suspense s'installer. « Je vais vous raconter une histoire vraie, » dit-il finalement, exhalant un nuage de fumée bleue. Une histoire que peu de gens connaissent dans tous ses détails. L'histoire d'Adélaïde de Montclair. Le vieil homme se cala dans sa chaise, fixant un point invisible au-delà de la fenêtre embuée, comme s'il voyait le passé se dérouler devant ses yeux. C'était en 1784. La France était encore une monarchie. La Révolution n'était qu'un grondement lointain, inaudible pour la plupart. Le comte Henri de Montclair était l'un des plus puissants nobles de Normandie. Son domaine s'étendait sur des milliers d'hectares. Il avait le droit de vie et de mort sur ses sujets. C'était un homme dur, impitoyable, obsédé par l'honneur et la lignée. Gustave tira sur sa pipe. Il avait une fille unique, Adélaïde. Elle avait 18 ans en 1784, et selon tous les témoignages, elle était d'une beauté extraordinaire. Des cheveux noirs comme l'ébène, des yeux verts comme l'océan, une intelligence vive qui la distinguait des autres jeunes nobles, mais sa beauté n'était rien comparée à son cœur. Elle était bonne, généreuse.
Elle soignait les malades du domaine, enseignait la lecture aux enfants des paysans. Les gens du peuple l'adoraient. Le comte avait arrangé son mariage avec le duc de Valois, un noble parisien de 40 ans, son aîné, un homme qu'Adélaïde n'avait jamais rencontré. Mais le comte ne se souciait pas des sentiments de sa fille. Ce mariage apporterait richesse, pouvoir et connexion à la cour de Versailles. Marcel écoutait, captivé malgré sa nervosité. Mais Adélaïde avait un secret, continua Gustave. Elle était amoureuse. Amoureuse d'un jeune palefrenier nommé Thomas Mercier, un garçon de 20 ans, fils de paysan, sans fortune, sans nom. Mais intelligent, cultivé, Adélaïde lui avait elle-même appris à lire et à écrire. Ils se retrouvaient en secret depuis 2 ans, planifiant leur fuite. La veille du mariage, ils devaient s'enfuir ensemble. Thomas avait volé 2 chevaux et de l'argent. Ils prévoyaient de partir pour le Havre, puis prendre un bateau pour l'Amérique. Mais quelqu'un les trahit. Un domestique jaloux, dit-on. Le comte découvrit leur plan. La voix de Gustave se fit plus sombre. Ce qu'il fit à Thomas. Les registres ne donnent pas tous les détails, mais on sait qu'il le fit emprisonner dans les cachots du château. Enchaîné dans l'obscurité, battu quotidiennement, le comte voulait qu'il souffre longtemps. Quant à Adélaïde, il l'enferma dans sa chambre, sous surveillance constante. Le matin du mariage, il la força à s'habiller de sa robe de mariée. Elle pleurait, suppliait, mais il était inflexible. Il la traîna jusqu'à la calèche qui devait la conduire à l'église. Marcel sentit son cœur se serrer. Il savait que cette histoire ne pouvait pas bien se terminer. Désespéré, voyant sa vie se briser devant elle, sachant que Thomas était torturé à cause d'elle, Adélaïde prit une décision. Alors que la calèche roulait à vive allure sur la route, qui est maintenant la D675, elle tenta de sauter du véhicule en marche. Gustave fit une pause, ses yeux brillants d'une émotion retenue. Sa robe se prit dans les roues. Elle fut projetée violemment hors de la calèche. Son corps tourna dans l'air. Son cou se brisa net contre une borne kilométrique. Elle mourut instantanément. On retrouva son corps sur le bord de la route, sa robe blanche maculée de sang, ses yeux ouverts fixant le ciel, comme si elle cherchait encore une échappée. Marcel ferma les yeux, visualisant la scène horrible. Le comte ne montra aucun remords publiquement. Il fit enterrer sa fille dans un caveau privé, de nuit, sans prêtre, sans les prières nécessaires. Il voulait effacer cette honte de sa mémoire. Mais le remords le rongea quand même. Il mourut moins d'1 an plus tard, rongé de l'intérieur, hurlant dans ses cauchemars le nom de sa fille. Quant à Thomas, on le retrouva pendu dans sa cellule 3 jours après la mort d'Adélaïde. Officiellement un suicide. Mais les domestiques racontaient une autre histoire. Ils disaient qu'il n'y avait rien à quoi attacher une corde dans cette cellule. Que son corps était glacé, bien plus froid que ne le justifiait la mort. Certains murmuraient qu'Adélaïde elle-même était venue le chercher, l'emmenant avec elle dans la mort. Gustave fit une longue pause, rallumant sa pipe qui s'était éteinte. Depuis cette nuit de 1784, des voyageurs rapportent avoir vu une femme en robe blanche sur cette route, toujours au crépuscule, toujours au même endroit, là où elle est morte. Et ceux qui la voient, beaucoup, ne terminent jamais leur voyage. D'autres survivent, mais quelque chose en eux change. Ils commencent à la voir partout, comme si elle les avait marqués, comme si elle les avait choisis. Marcel porta instinctivement sa main à sa poitrine, où il sentait parfois cette oppression étrange, ce poids invisible qui comprimait son cœur. « Mon oncle l'a vu en 1878, continua Gustave. Il était sur cette route, rentrant d'une foire. Il l'a vu exactement comme vous l'avez vu. 3 semaines plus tard, on l'a retrouvé mort dans son lit. Son visage était figé dans une expression de terreur pure. Ses mains étaient glacées, bien plus froides que ne le justifiait la mort. Le médecin a parlé d'arrêt cardiaque, mais nous savions la vérité. Il l'avait revu, dans sa chambre, au moment final. « Pourquoi ?» demanda Marcel d'une voix rauque. « Pourquoi fait-elle ça? Que veut-elle » Gustave le regarda avec une expression de profonde tristesse. Personne ne le sait vraiment. Certains disent qu'elle cherche Thomas, incapable de le trouver dans l'au-delà. D'autres prétendent qu'elle cherche à avertir les vivants d'un danger. D'autres encore murmurent qu'elle est piégée, condamnée à revivre éternellement son dernier moment, incapable de trouver la paix parce qu'elle n'a jamais été enterrée correctement, jamais reçu les derniers sacrements. Le vieil homme se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Mais si elle vous a marqué, monsieur Dufour, vous devrez trouver ce qu'elle veut, car elle ne vous lâchera pas. Pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle cherche, ou jusqu'à ce que vous rejoigniez ceux qu'elle a emmenés avant vous. » Il laissa quelques pièces sur la table et se dirigea vers la sortie.
À la porte, il se retourna. « Il y a une personne qui pourrait vous aider, le père Mathieu. Il connaît des choses que même moi j'ignore. Des choses sur les âmes perdues et comment les apaiser. Allez le voir, avant qu'il ne soit trop tard. » L'hiver descendit sur la Normandie avec une froideur inhabituelle cette année-là. Les températures chutèrent brutalement début décembre, transformant les routes en rubans de glace, giclant les champs de givre argentés. Marcel continua de se dégrader, perdant encore du poids. Ses clients commençaient à l'éviter, mal à l'aise face à cet homme au regard hanté qui sursautait au moindre mouvement brusque. Marguerite, désespérée, prit finalement les choses en main. Par un après-midi glacial, elle se rendit seule chez le père Mathieu Roussel, le curé de la paroisse Saint-Pierre. C'était un homme d'environ 60 ans, au visage buriné et aux yeux perçants, qui semblait en voir au-delà des apparences. Il avait servi comme aumônier pendant la Grande Guerre et avait vu des choses qui auraient brisé des hommes moins robustes. Dans le presbytère modestement meublé, assis près d'un poêle à bois qui crachotait joyeusement, Marguerite raconta tout. À travers ses larmes, elle parla de cette nuit d'automne, des changements chez Marcel, des visions, de Clémence qui voyait maintenant elle aussi la Dame Blanche, de la peur qui étranglait lentement leur famille. Le père Mathieu écouta sans l'interrompre, ses doigts joints sous son menton, ses yeux fixés sur les flammes dansantes. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. « Je connais cette histoire, dit-il finalement. Adélaïde de Montclair. J'ai lu les archives paroissiales quand je suis arrivé ici il y a 15 ans. J'ai trouvé des documents troublants. » Il se leva et alla chercher un vieux registre poussiéreux dans sa bibliothèque. « Regardez, dit-il, en l'ouvrant à une page marquée. L'entrée du 15 septembre 1784. Adélaïde Marie de Montclair, décédée tragiquement. Le comte a refusé les derniers sacrements pour sa fille. Il a fait inhumer le corps dans le caveau familial, sans présence de l'Église. Nous avons prié pour son âme, malgré tout. » Il tourna quelques pages. Et là, une note du curé de l'époque, écrite dans les marges. Le comte l'a fait enterrer comme on enterre une criminelle, comme on enterre une sorcière. Il a privé sa fille des prières nécessaires pour que son âme trouve le repos, que Dieu lui pardonne ce péché. Marguerite sentit un frisson la parcourir. « Cela signifie qu'elle est piégée ?» « Peut-être, répondit le prêtre gravement. Dans la tradition chrétienne, les derniers sacrements sont essentiels pour que l'âme puisse quitter ce monde et entrer dans le suivant. Sans eux, surtout pour une mort violente et tragique, l'âme peut rester liée au lieu de sa mort. » Il ferma le registre et se rassit. Mais il y a autre chose. Des années plus tard, en 1791, pendant la Révolution, le manoir des Montclair fut pillé. Les révolutionnaires ouvrirent le caveau familial pour voler les bijoux enterrés avec les nobles. Dans un rapport que j'ai trouvé aux archives départementales, il mentionne quelque chose d'étrange. Il sortit une copie de ce document. « Écoutez, nous avons ouvert le caveau de la famille Montclair. Nous y avons trouvé 4 cercueils. Celui du comte, de la comtesse, d'un fils mort en bas âge et un 4e marqué du nom d'Adélaïde de Montclair. Quand nous l'avons ouvert, nous avons trouvé des chaînes de fer, des sceaux étranges gravés dans le bois, mais le cercueil était vide, pas d'ossements, pas de vêtements, rien, comme si personne n'y avait jamais été enterré. » Marguerite porta sa main à sa bouche. « Mais comment est-ce possible ? Je ne sais pas, » admit le père Mathieu. « Soit son corps n'a jamais été placé dans ce cercueil, soit quelque chose l'a pris. » Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur ceux de Marguerite. « Madame Dufour, je vais être franc avec vous. Je suis prêtre, mais j'ai vu des choses pendant la guerre qui m'ont fait comprendre que le monde est bien plus complexe que ce que nos catéchismes enseignent. Il existe des forces que nous ne comprenons pas complètement, des âmes qui ne trouvent pas le repos. Des tragédies si profondes qu'elles déchirent le voile entre notre monde et l'au-delà. Que puis-je faire ? Implora Marguerite. Mon mari se meurt de peur. Ma fille voit des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Comment puis-je protéger ma famille ? Le prêtre réfléchit longuement. Les légendes parlent d'un moyen de briser le lien entre les vivants et les morts. Si votre mari retourne à l'endroit exact où il l'a vue, s'il l'affronte directement avec un cœur ouvert, peut-être comprendra-t-il ce qu'elle veut vraiment. Peut-être pourra-t-il l'aider à trouver la paix. Et en l'aidant, il se libérera lui-même. « Vous voulez qu'il retourne sur cette route ?» s'exclama Marguerite horrifiée. « Vous voulez qu'il se mette volontairement en danger ?»« Je veux qu'il obtienne des réponses, » répondit calmement le père Mathieu. « Car autrement, cette situation ne fera qu'empirer. L'entité deviendra plus forte, plus présente. Elle envahira votre maison, vos vies. Éventuellement,
Elle prendra ce qu'elle veut, d'une manière ou d'une autre. Il se leva et posa une main réconfortante sur l'épaule de Marguerite. Mais il n'ira pas seul. Je l'accompagnerai. Nous irons ensemble avec les protections nécessaires. Nous découvrirons ce qu'elle veut. Et nous ferons tout notre possible pour l'aider à trouver le repos qu'on lui a refusé il y a si longtemps. Il fallut 2 semaines pour convaincre Marcel. 2 semaines pendant lesquelles les apparitions s'intensifièrent. La silhouette blanche se manifestait maintenant quotidiennement, toujours plus proche, toujours plus réelle. Un matin, Marcel la vit debout, au pied de son lit. Il hurla, réveillant toute la maisonnée. Quand Marguerite accourut, allumant la lampe, il n'y avait personne. Mais l'empreinte humide de 2 pieds nus marquait le plancher ciré. Clémence faisait des cauchemars terribles. Elle se réveillait en pleurant, parlant de « la dame triste qui veut rentrer chez elle ». Les voisins commençaient à jaser. On murmurait que la famille Dufour était maudite. Finalement, par une nuit de décembre particulièrement froide, Marcel accepta. « J'irai », dit-il d'une voix résignée. « Je dois mettre fin à ça. Pour vous, pour Clémence, je n'ai plus le choix. » « Mais pas seul, » insista Marguerite fermement. « Je viens avec toi. Et le père Mathieu aussi. C'est trop dangereux, » protesta Marcel. « Je ne te laisserai pas affronter ça seul, » répliqua sa femme avec une détermination farouche. « Nous sommes une famille. Nous faisons face ensemble. Demain soir, » dit Marcel finalement. Au crépuscule, quand elle apparaît le plus clairement. Le lendemain fut une journée étrange. Le temps était inhabituellement doux pour décembre, mais l'air portait une tension électrique, comme avant un orage d'été. Les oiseaux étaient silencieux. Même les chiens du voisinage semblaient nerveux, aboyant sans raison apparente. Marguerite confia Clémence à sa sœur Émilie, qui habitait de l'autre côté de la ville. La fillette pleurait en s'accrochant à sa mère. « Papa va revenir, n'est-ce pas? Il ne va pas disparaître comme les autres que la dame blanche emmène? »« Ton papa reviendra, » promit Marguerite, priant pour que ce soit vrai. « Il va aider la dame triste à trouver son chemin. Ensuite, tout redeviendra normal. » Le père Mathieu les attendait devant l'église, vêtu de sa soutane noire, portant un sac de toile. Il en sortit son crucifix d'argent, une fiole d'eau bénite, une Bible ancienne aux pages jaunies et un chapelet qu'il passa autour de son cou. « Ce sont les outils de notre foi, » expliqua-t-il. « Mais notre meilleure protection sera notre courage et notre compassion. Souvenez-vous, Adélaïde n'était pas mauvaise de son vivant. Ce qui reste d'elle ne cherche probablement pas à nuire, mais à être entendu. » Le trajet vers la D675 se déroula dans un silence pesant. Marcel conduisait lentement, ses mains crispées sur le volant. Marguerite était assise à côté de lui, tenant sa main libre. Le père Mathieu priait doucement à l'arrière, son chapelet glissant entre ses doigts. Alors qu'ils approchèrent de l'endroit fatal, l'atmosphère changea dramatiquement. La température chuta brutalement. Leur respiration devint visible dans l'air soudainement glacial. Une brume épaisse, bien plus dense que ce qui était naturel, monta des fossés qui bordèrent la route, enveloppant la voiture comme un linceul. « C'est ici !» murmura Marcel, sa voix tremblant légèrement. « C'est exactement ici que je l'ai vue la première fois. Elle est déjà là, je peux la sentir. » Il arrêta la voiture exactement au même endroit qu'il y avait 2 mois. Le moteur ronronnait doucement dans le silence oppressant. Pendant un long moment qui sembla s'étirer à l'infini, rien ne se passa. Ils attendaient, leur cœur battant de manière synchronisée, leur regard scrutant la brume grise qui tourbillonnait autour du véhicule. Puis, lentement, comme une photographie se développant dans un bain chimique, elle apparut. D'abord une tache pâle dans le brouillard, puis une silhouette se précisant progressivement. Puis la forme complète d'une femme en robe blanche, se tenant à exactement 10 mètres de la voiture, au même endroit où Marcel l'avait vue la première fois. « Mon Dieu !» chuchota le père Mathieu, sa voix remplie d'un mélange de crainte et de fascination. « Elle est vraiment là. Après toutes ces années, elle est toujours là. » Marguerite serrait la main de Marcel si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Elle voulait être courageuse, mais la terreur primitive qu'inspirait cette silhouette spectrale était presque paralysante. La femme se tenait immobile, sa robe ondulant doucement dans un vent que personne d'autre ne sentait. Sa peau était d'une pâleur lunaire. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, humides comme si elle venait de sortir de l'eau. Ses yeux, ces terribles puits d'obscurité, fixèrent la voiture avec une intensité dévorante. Lentement, très lentement, elle leva un bras. Ce même geste gracieux et suppliant que Marcel avait vu lors de leur première rencontre.
sa main tendue vers eux, paume ouverte, dans un appel silencieux. « Elle veut que je sorte », dit Marcel calmement, avec une résignation presque paisible. « Elle veut me parler. Je dois y aller. »« Non », protesta Marguerite, agrippant son bras, « c'est trop dangereux. »« C'est pour ça que nous sommes venus, » répondit Marcel doucement. Il se tourna vers sa femme, et elle vit dans ses yeux une détermination qu'elle n'y avait pas vue depuis des semaines. « Je dois faire ça, pour nous, pour notre famille, pour elle aussi. » Le père Mathieu posa une main sur l'épaule de Marcel. « Nous y allons ensemble. Vous n'êtes pas seul. » Les trois sortirent de la voiture. Le froid était intense, mordant, pénétrant jusqu'aux os malgré leur manteau épais. Le père Mathieu tenait son crucifix devant lui, murmurant des prières en latin. Marguerite se tenait près de Marcel, refusant de lâcher sa main. Ensemble, ils commencèrent à marcher vers la silhouette blanche. Chaque pas semblait demander un effort surhumain, comme s'ils marchaient contre un vent violent, bien qu'aucun vent ne soufflât réellement. La brume tourbillonnait autour d'eux, les isolant du reste du monde. Il n'y avait plus que cette route, cette nuit, et la femme qui les attendait. À 5 mètres d'elle, ils s'arrêtèrent. Le père Mathieu leva son crucifix plus haut. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons en paix. » La silhouette ne réagit pas au crucifix. Elle continuait simplement de les regarder, sa main toujours tendue. À cette distance, il pouvait voir chaque détail terrible de son apparence. Le visage, d'une beauté fanée et terrible, portait l'empreinte de la mort violente. Sa robe de mariée du XVIIIe siècle, autrefois magnifique, était maintenant déchirée et maculée de taches sombres au niveau du cou et de la poitrine. Une fine ligne noire encerclait son cou à l'endroit exact où il s'était brisé. « Adélaïde de Montclair », prononça le père Mathieu d'une voix forte mais emplie de compassion. « Si c'est bien vous, si vous êtes l'âme d'Adélaïde qui est morte sur cette route il y a si longtemps, dites-nous ce dont vous avez besoin pour trouver la paix. » Pour la première fois, une réaction. Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent. Marcel entendit alors, non pas avec ses oreilles, mais directement dans son esprit, une voix féminine, douce et triste, portant le poids d'une souffrance inimaginable. « Trouve-moi. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Marcel, trouvant enfin sa voix. « Vous trouvez où ?» Des images explosèrent dans son esprit. Un caveau ancien, des pierres moussues, un cercueil vide, des chaînes brisées. Une obscurité profonde sous la terre. Mon corps, résonna la voix, accompagnée d'autres images. Un champ où rien ne pousse, des ruines cachées, un endroit oublié. Tant que je ne suis pas retrouvé, tant que je ne suis pas mis en terre consacrée avec les prières appropriées, je suis piégé ici, piégé dans le moment de ma mort, condamné à revivre éternellement ma dernière terreur. Trouve-moi, enterre-moi correctement, libère-moi. Le père Mathieu chancela légèrement, submergé par la même vision. « Mon Dieu, murmura-t-il, votre père vous a enterré ailleurs, pas dans le caveau familial, quelque part secret, quelque part honteux. » Adélaïde hocha lentement la tête et pour la première fois une larme coula sur sa joue translucide. Une larme qui brillait comme du givre à la lumière de la lune. Il avait honte de moi, honte de comment je suis morte, honte que j'ai choisi l'amour plutôt que le devoir. Il m'a enterré comme on enterre un animal, sans prière, sans dignité. Il a marqué l'endroit avec des sceaux d'oubli. Et maintenant, personne ne se souvient où je repose. Mon corps se décompose dans une tombe sans nom, pendant que mon âme est piégée ici, incapable de partir. « Nous vous aiderons », déclara le père Mathieu avec une conviction profonde. Il leva son crucifix, mais cette fois, pas en protection, en promesse. « Je jure devant Dieu que nous vous retrouverons, que vous recevrez une sépulture chrétienne appropriée, que les prières que votre père vous a refusées vous seront finalement données. Vous n'êtes pas oubliée, Adélaïde. Vous n'êtes pas abandonnée. » Pour la première fois depuis qu'il la regardait, une émotion traversa vraiment son visage spectral. De l'espoir. Un espoir si profond, si désespéré, qu'il était presque douloureux à voir. Puis elle parla à nouveau, et cette fois sa voix était plus claire, comme si le simple fait qu'il l'écoute vraiment, qu'il promette de l'aider, lui donnait plus de force. Les ruines, sous les fondations de la honte, là où la terre refuse de pousser, là où même les corbeaux ne se posent pas. Cherchez l'endroit que mon père maudissait, vous m'y trouverez. Elle tendit sa main vers Marcel une dernière fois. Cette fois, ce n'était pas une menace, c'était une supplication.
Un appel à l'aide d'une âme perdue depuis trop longtemps. Marcel, rassemblant tout son courage, tendit la main en retour. Leurs doigts se touchèrent presque. Il sentit un froid si intense qu'il brûlait, mais aussi quelque chose d'autre, une gratitude immense, un soulagement profond qu'enfin, après presque 140 ans, quelqu'un l'écoute vraiment. Puis, lentement, elle commença à s'estomper. Sa forme devint progressivement translucide, se dissolvant dans la brume comme du sel dans l'eau. Mais avant de disparaître complètement, elle murmura une dernière fois « Merci, merci de voir la femme que j'étais, pas le monstre que mon désespoir a créé. » Et elle fut partie. La brume se dissipa rapidement, la température remonta, le silence oppressant fut rompu par le chant lointain d'un hibou. Le monde normal revenait. Les trois restèrent immobiles un long moment, tremblant d'épuisement et d'émotion. Finalement, Marguerite brisa le silence. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'a jamais voulu faire de mal, elle voulait juste être entendue. Oui, acquiesça le père Mathieu, essuyant une larme sur sa joue. C'est une femme qui a aimé, qui a souffert, qui est morte tragiquement, et qu'on a ensuite traitée comme si sa vie et sa mort n'avaient aucune importance. Nous allons changer cela. Marcel regardait l'endroit où elle s'était tenue. Nous devons la trouver. Nous devons tenir notre promesse. Nous le ferons, promit le père Mathieu. Nous commençons demain. Les jours suivants furent consacrés à une recherche frénétique. Le père Mathieu fouilla les archives paroissiales, les registres du comté, les vieux documents cadastraux. Marguerite interrogea les anciens du village, ceux dont les grands-parents avaient connu l'époque des Montclair. Marcel conduisit jusqu'aux ruines du manoir familial. Aujourd'hui une structure effondrée, envahie par les ronces et les mauvaises herbes. Ce fut un vieil agriculteur nommé Pierre Dumont qui leur fournit l'indice décisif. À 90 ans, il se souvenait des histoires que sa grand-mère racontait. Il y avait une parcelle de terrain, raconta-t-il de sa voix chevrotante, dans l'ancien domaine Montclair. Personne n'achetait jamais cette terre parce que rien n'y poussait. Jamais. Même l'herbe refusait d'y pousser. Les paysans disaient que la terre était maudite. Mon grand-père disait que le vieux comte y avait enterré quelque chose de honteux. Un bâtard, pensèrent certains. Un trésor volé, pensèrent d'autres. Mais ma grand-mère, elle murmurait que c'était sa propre fille, celle qui avait déshonoré la famille. « Où est cette parcelle ?» demanda avidement Marcel. Pierre Dumont leur dessina un plan approximatif. « À l'ouest des ruines du manoir, près de l'ancien verger. Vous reconnaîtrez l'endroit. La terre est grise, presque noire, stérile. Même maintenant, presque 150 ans plus tard, rien n'y pousse. Par un matin glacial de janvier 1924, ils se rendirent sur ce terrain maudit. Pierre Dumont avait raison. L'endroit était immédiatement reconnaissable. Au milieu d'un champ normalement fertile, il y avait une zone circulaire d'environ 15 mètres de diamètre où la terre était effectivement noire et stérile. Pas une seule pousse d'herbe, pas un seul insecte. Même l'air semblait plus froid au-dessus de cet endroit. « Ici », dit le père Mathieu avec certitude. « Elle est ici. » Ils avaient amené avec eux 4 hommes robustes du village, des hommes qui avaient connu leur propre tragédie et comprenaient l'importance de ce qu'ils faisaient. Ils commencèrent à creuser au centre exact de la zone stérile. Pendant des heures, ils creusèrent, retirant des pelletées de terre noire qui sentaient étrangement la moisissure, malgré le froid qui aurait dû geler le sol. À midi, ils avaient creusé un trou de 2 mètres de profondeur. Rien. Ils continuèrent, la détermination remplaçant le doute. Ce fut en milieu d'après-midi, alors que le soleil hivernal commençait déjà à descendre vers l'horizon, qu'une pelle heurta quelque chose de solide. Un son creux résonna dans le trou. Les hommes creusèrent plus frénétiquement, dégageant la terre autour de l'obstruction. C'était une dalle de pierre. Et sur la pierre, gravé maladroitement, un seul mot oublié. « Mon Dieu » murmura Marguerite, des larmes coulant sur ses joues. « Il l'a vraiment enterrée comme ça, comme si elle ne méritait même pas un nom. » Ils soulevèrent la dalle avec d'immenses difficultés. En dessous, il y avait des marches de pierre descendant dans l'obscurité. L'entrée d'une crypte secrète que personne n'avait vue depuis des décennies. « J'y vais en premier », déclara le père Mathieu. « C'est mon devoir. » Avec des lanternes tremblantes, ils descendirent dans les ténèbres. L'escalier s'enfonçait profondément, bien plus que nécessaire pour une simple tombe. 20 marches, 25, 30. L'air devenait de plus en plus froid, de plus en plus lourd. En bas, la crypte s'étendait sur environ 15 mètres. Les murs étaient en pierre brute suintant d'humidité. Et au centre se tenait un spectacle qui glaça leur sang. Un cercueil se dressait verticalement,
maintenu debout par des chaînes de fer épaisses fixées au mur. Sur le couvercle du cercueil, gravé directement dans le bois, il y avait des symboles étranges, des signes qu'aucun d'eux ne reconnaissait, mais qui inspiraient une répulsion instinctive. « Des sceaux d'enfermement », dit le père Mathieu, sa voix tremblant légèrement. « J'ai lu sur de telles choses dans de vieux manuscrits. On les utilisait autrefois pour emprisonner ceux qu'on considérait comme dangereux, même dans la mort. Le comte ne l'a pas juste enterré sans cérémonie, il l'a emprisonné. Enchaîné, comme on emprisonne un démon. » Marcel sentit la rage monter en lui. Quel genre de père fait ça à sa propre fille? Ils brisèrent les chaînes avec des barres de fer. Le métal rouillé céda avec des craquements qui résonnèrent sinistrement dans la crypte. Avec des mains tremblantes, Marcel et le père Mathieu ouvrirent le cercueil. Le silence qui suivit fut absolu. Adélaïde de Montclair reposait là, miraculeusement préservée, presque intacte, après 140 ans. Son corps n'avait pas vraiment décomposé. La peau était pâle, presque translucide mais intacte. Elle reposait dans sa robe de mariée, maintenant ternie et décolorée, mais toujours reconnaissable. Ses cheveux noirs étaient étalés autour de sa tête comme une auréole sombre. Et ses yeux étaient ouverts. Ses yeux verts, magnifiques et terribles, fixaient le couvercle du cercueil avec une expression de supplication muette qui brisait le cœur. Marguerite s'approcha doucement. Avec une tendresse infinie, elle tendit la main et ferma délicatement les paupières d'Adélaïde. « Repose maintenant, » murmura-t-elle. « Tu n'as plus besoin de regarder, on est là. » À cet instant précis, quelque chose changea dans l'atmosphère de la crypte. Une brise douce, inexplicable dans cet espace clos, traversa la pièce, portant avec elle un parfum délicat de roses sauvages. Le visage d'Adélaïde, figé pendant si longtemps dans une expression de terreur et de supplication, parut se détendre légèrement, prenant une expression qui ressemblait presque à de la sérénité. « Elle sait, » dit doucement le père Mathieu, des larmes coulant librement sur son visage buriné. Son âme sait qu'elle ne sera plus seule, qu'elle ne sera plus emprisonnée, qu'enfin, après tout ce temps, quelqu'un reconnaît son humanité. Avec une révérence infinie, ils transportèrent le cercueil hors de cette prison souterraine. La montée fut difficile, chaque marche une lutte, mais personne ne se plaignit. C'était un honneur, un devoir sacré qu'ils accomplissaient. Ils placèrent le cercueil sur une charrette et le conduisirent à l'église Saint-Pierre. Le père Mathieu refusa qu'elle soit enterrée immédiatement. Elle mérite une vraie cérémonie, une messe solennelle, les prières complètes qu'on lui a refusées. 3 jours plus tard, par un après-midi d'hiver où le soleil perçait timidement à travers les nuages, une foule inhabituellement nombreuse se rassembla à l'église Saint-Pierre. La nouvelle de la découverte s'était répandue dans toute la région. Des gens vinrent de villages éloignés, attirés par cette histoire de tragédie et de rédemption qui touchait quelque chose de profond dans l'âme humaine. Le cercueil d'Adélaïde fut placé devant l'autel, recouvert d'un drap de velours blanc brodé de fils d'or. Des dizaines de bougies furent allumées autour de lui, leur lumière dansante créant une atmosphère à la fois solennelle et apaisante. Le père Mathieu célébra une messe solennelle, sa voix résonnant dans les voûtes gothiques de l'église. « Adélaïde de Montclair, » déclara-t-il, « nous sommes réunis aujourd'hui pour corriger une injustice vieille de 140 ans, pour rendre à une âme perdue la dignité qu'on lui avait refusée, pour reconnaître qu'une jeune femme qui a aimé, qui a souffert et qui est morte tragiquement mérite le même respect et les mêmes prières que n'importe lequel d'entre nous. » Il lut les prières des morts, les prières qu'elle aurait dû recevoir le jour de son enterrement. Il aspergea le cercueil d'eau bénite. Il prononça les paroles de pardon et de libération. Que ton âme soit enfin libérée des chaînes qui la retenaient. Que tu trouves la paix qui t'a été refusée dans cette vie et dans la mort. Que tu sois accueilli dans la miséricorde divine, non pas jugé pour ton amour, mais reconnu pour la pureté de ton cœur. Va en paix, Adélaïde. Ta souffrance est terminée. Et tous les présents, croyants ou non, jurèrent plus tard avoir vu quelque chose d'extraordinaire à cet instant précis. Un léger sourire, presque imperceptible, apparut sur les lèvres pâles d'Adélaïde, visible à travers le cercueil vitré. Et une lumière douce, comme un rayon de soleil perçant à travers les vitraux, tomba directement sur le cercueil, l'enveloppant d'une lueur dorée. Marcel, debout dans la foule avec Marguerite et la petite Clémence, sentit soudainement le poids qui l'écrasait depuis des mois se dissiper comme de la brume sous le soleil. Pour la première fois depuis cette nuit terrible d'automne, il put respirer profondément, librement. La présence glacée qui l'avait hanté,
qu'il avait suivi dans chaque moment de veille et de sommeil, s'était évanoui. Adélaïde fut enterrée dans le cimetière de l'église, dans un endroit paisible sous un vieux chêne. Une pierre tombale en marbre blanc fut érigée, gravée avec soin. Adélade Marie de Montclerc, 1766-1784, fille aimante, âme courageuse, morte trop jeune, enterrée trop tard, que ton âme trouve enfin la paix que la vie t'a refusée. L'amour véritable ne meurt jamais. Au pied de la tombe, quelqu'un, on ne sut jamais qui, plaça un bouquet de roses sauvages qui semblaient ne jamais faner, restant fraîches, semaine après semaine, comme par magie. Cette nuit-là, Marcel dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Pas de cauchemar, pas de réveil en sursaut, juste un sommeil paisible, réparateur. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se sentit comme un homme renaissant, libéré d'un fardeau qu'il avait porté si longtemps, qu'il avait oublié ce que c'était de vivre sans lui. L'empreinte sur le capot de sa voiture avait disparu. Le métal était lisse, intact, comme si la marque glacée n'avait jamais existé. Marcel passa ses doigts dessus, incrédule, mais c'était bien réel. La dernière trace physique de sa rencontre avec la Dame Blanche s'était effacée. Dans les semaines qui suivirent, aucune nouvelle apparition ne fut signalée sur la D675. Les chauffeurs qui empruntaient régulièrement cette route remarquèrent que l'atmosphère avait changé. L'endroit qui avait toujours semblé oppressant, menaçant, était maintenant simplement une route normale. La malédiction semblait véritablement brisée. Marcel reprit du poids, retrouvant lentement sa santé et sa jovialité naturelle. Ses clients remarquèrent le changement, soulagés de voir leur représentant préféré redevenir lui-même. Les affaires prospérèrent, la vie reprit son cours normal. Clémence ne fit plus jamais de cauchemars, elle ne dessina plus de femme en blanc. Une nuit, quelques semaines après l'enterrement, elle dit à sa mère « La dame triste est partie, maman. Elle a trouvé son chemin vers la maison. Elle est avec quelqu'un maintenant, un garçon gentil qui l'aime, ils sont heureux. » Marguerite ne posa pas de questions. Certaines choses, elle l'avait appris, dépassaient la compréhension rationnelle. Les années passèrent comme elles le font toujours, transformant le présent en passé, les vivants en souvenirs. Marcel et Marguerite vieillirent ensemble, leur amour fortifié par l'épreuve qu'ils avaient traversée. Clémence devint une jeune femme sensible et compatissante, travaillant comme infirmière, toujours attirée par ceux qui souffraient et avaient besoin d'aide. Le père Mathieu continua son ministère jusqu'à sa mort en 1945, à l'âge de 83 ans. Sur son lit de mort, il murmura qu'aider Adélaïde à trouver la paix avait été l'acte le plus important de toute sa vie de service. En 1947, alors que Marcel avait 66 ans, il reçut une lettre d'un historien de Paris nommé Jean-Baptiste Moreau. L'homme avait découvert des documents sur l'histoire de la famille Montclerc et souhaitait rencontrer Marcel pour discuter d'Adélaïde. Ils se rencontrèrent dans un café de Bayeux. L'historien, un homme aux cheveux gris et aux yeux pétillants de curiosité intellectuelle, avait avec lui une mallette remplie de documents anciens. « J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire », expliqua-t-il, sortant des lettres jaunies protégées dans des chemises de papier. Des lettres écrites par Thomas Mercier, le palefrenier dont Adélaïde était amoureuse. Elles étaient cachées dans les archives d'une vieille ferme qui appartenait autrefois à sa famille. Il ouvrit délicatement une des lettres, la tenant comme un trésor fragile. Thomas avait appris à écrire, enseigné par Adélaïde elle-même. « Écoutez ceci », il lut d'une voix émue. « Ma très chère Adélaïde, tu m'as donné le plus grand des cadeaux. Non seulement ton amour, mais aussi les moyens de l'exprimer à travers ces mots que tu m'as appris. Je n'ai rien à t'offrir que ce cœur qui bat pour toi seul. Dans 3 jours, nous serons libres. Nous partirons ensemble vers une vie où ni ton nom ni mon absence de nom n'auront d'importance. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle et au-delà. Si nous ne pouvons être ensemble dans cette vie, peut-être nous retrouverons-nous dans la suivante. Ton Thomas pour toujours. » Marcel sentit les larmes monter à ses yeux. Il l'aimait vraiment. Ce n'était pas une infatuation passagère. C'était le véritable amour. « Oui, » acquiesça l'historien. « Et il y a plus. J'ai trouvé le registre de la prison où Thomas fut détenu. La dernière entrée est troublante. » Il sortit une photocopie d'un vieux document. Le geôlier a noté. Le prisonnier Thomas Mercier retrouvé mort dans sa cellule le 18 septembre 1784, 3 jours après la mort de la demoiselle de Montclerc. Aucune marque de violence, aucun moyen visible de suicide. Son corps était glacé,
bien plus froid que ne le justifiait la température de la cellule. Son visage portait une expression de paix, comme s'il était mort en souriant. « Mon Dieu !» murmura Marcel. « Vous pensez qu'elle est venue le chercher ?» L'historien haussa les épaules. « Je suis un homme de science, monsieur Dufour. Je ne peux pas prouver de telles choses. Mais je peux vous dire ceci. J'ai étudié l'histoire de cette région pendant 30 ans. J'ai enquêté sur des dizaines d'histoires de fantômes et de malédictions. La plupart ne sont que des superstitions. Mais l'histoire d'Adélaïde, il y a quelque chose de différent ici. Trop de témoignages cohérents sur plus d'un siècle. Trop d'événements inexplicables. » Il se pencha en avant. « Et puis il y a la préservation de son corps. J'ai consulté des médecins légistes. Ils disent qu'aucun processus naturel ne peut expliquer comment son corps est resté intact pendant 140 ans dans cette crypte humide. Certains ont suggéré que le froid extrême de l'endroit aurait pu créer une sorte de congélation naturelle. Mais les températures dans cette région n'ont jamais été assez basses pour ça. »« Alors comment ?» demanda Marcel. « Une théorie, dit l'historien lentement, est que l'émotion extrême au moment de la mort, la terreur, le chagrin, l'amour désespéré, peut créer ce que certains appellent une empreinte énergétique, une sorte de gel émotionnel qui préserve non seulement la mémoire de ce moment, mais aussi, dans de rares cas, le corps physique lui-même. Adélaïde était piégée, gelée dans le moment de sa mort, incapable d'avancer ou de reculer. « Et nous l'avons libérée, » dit Marcel doucement. « Oui. En reconnaissant son humanité, en lui rendant sa dignité, en tenant compte de son histoire, vous avez brisé le cycle. » L'historien sourit. « C'est une belle fin à une tragédie qui durait depuis trop longtemps. » Marcel s'éteignit paisiblement en 1963, à l'âge de 82 ans, entouré de sa famille. Marguerite le suivit 2 ans plus tard, comme si elle ne pouvait supporter d'être séparée de lui trop longtemps. Ils furent enterrés dans le cimetière de Saint-Pierre, pas loin de la tombe d'Adélaïde. Clémence, maintenant une femme de 50 ans, continua à veiller sur la tombe d'Adélaïde, y apportant régulièrement des fleurs fraîches. Elle avait raconté l'histoire à ses propres enfants, s'assurant que personne n'oublierait jamais la jeune femme qui avait aimé assez fort pour défier son père et son époque. Un soir d'octobre, exactement 40 ans après la première rencontre de son père avec la Dame Blanche, Clémence se trouvait seule dans le cimetière au crépuscule. Elle venait de déposer un bouquet de roses sauvages sur la tombe d'Adélaïde quand elle sentit une présence. Elle leva les yeux. Dans la brume légère qui commençait à monter du sol, elle crut voir 2 silhouettes près de la tombe. Une femme en robe blanche, mais cette fois la robe n'était plus déchirée ou tachée. Elle était d'une blancheur éclatante, immaculée. À côté d'elle se tenait un jeune homme en vêtements simples de palefrenier, souriant avec une tendresse infinie. Il se tenait à la main, regardant Clémence avec une expression de gratitude profonde. La femme portait maintenant dans ses cheveux une couronne de roses sauvages. Son visage rayonnait non plus de terreur ou de souffrance, mais de bonheur pur. Clémence ne ressentit aucune peur, seulement une paix profonde et une joie pour eux. « Vous êtes ensemble maintenant, » murmura-t-elle en souriant, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Comme vous deviez l'être depuis le début. L'amour a triomphé finalement. Même la mort n'a pas pu vous séparer pour toujours. » Les silhouettes s'inclinèrent légèrement vers elle en signe de remerciement. Puis, lentement, elles commencèrent à s'estomper, se dissolvant dans la lumière dorée du coucher de soleil. Mais avant de disparaître complètement, Clémence entendit un murmure porté par le vent, 2 voix parlant à l'unisson. « Merci. Merci d'avoir vu notre humanité. Merci d'avoir compris que l'amour vaut tous les sacrifices. Merci de nous avoir libérés. » Ce fut la dernière apparition authentique d'Adélaïde de Montclerc et de Thomas Mercier. Leur histoire passa du domaine de la terreur à celui de la légende romantique. La tombe devint un lieu de pèlerinage pour les amoureux, pour ceux qui avaient perdu des êtres chers dans des circonstances tragiques, pour tous ceux qui croyaient que l'amour véritable transcende même la mort. Et parfois, au crépuscule des soirées d'octobre, quand la brume monte des champs de Normandie et que l'air porte l'odeur des feuilles mortes et de la terre humide, les voyageurs empruntant la D675 sentent une présence, pas menaçante, pas terrifiante, bienveillante. Comme si quelqu'un veillait sur eux, comme si 2 âmes enfin réunies, libérées de leurs tourments, avaient choisi de rester près de cet endroit, non pas pour hanter, mais pour protéger, pour s'assurer qu'aucun autre voyageur ne vive la terreur qu'ils ont connue. Car Adélaïde,
libérée de sa malédiction et réunie avec son amour perdu, était devenue une gardienne silencieuse. Une présence qui protège plutôt qu'elle ne terrifie, un esprit qui guide plutôt qu'il n'effraie. Et dans les nuits silencieuses de Normandie, si vous écoutez très attentivement, vous pouvez parfois entendre une voix féminine fredonnant une vieille mélodie du XVIIIe siècle. Une berceuse d'amour et d'espoir, accompagnée d'une voix masculine en harmonie parfaite. Une chanson chantée par des voix qui ont enfin trouvé la paix, qui ont enfin trouvé leur maison, l'une dans l'autre. C'est l'histoire vraie d'Adélaïde de Montclerc, la Dame Blanche de Normandie. Non pas un monstre, mais une femme qui a aimé avec une passion, qui a défié les conventions de son époque. Une femme dont le père, aveuglé par l'orgueil et l'obsession du statut social, a détruit tout ce qui était précieux dans sa vie. Une femme qui a choisi la mort plutôt que de vivre sans amour. Son histoire nous rappelle plusieurs vérités éternelles. Que l'amour véritable ne peut être contraint ou dirigé par la volonté d'autrui. Que même dans l'obscurité la plus profonde, la compassion humaine peut apporter la lumière. Que reconnaître l'humanité de quelqu'un, même de quelqu'un qui est parti depuis longtemps, a un pouvoir de guérison immense. Marcel Dufour aurait pu fuir. Il aurait pu ignorer les visions, quitter la région, essayer d'oublier. Mais il a choisi de confronter sa peur, de chercher à comprendre plutôt qu'à simplement éviter. Et ce choix a non seulement sauvé sa propre vie et celle de sa famille, mais a aussi libéré une âme piégée, pendant plus d'un siècle, dans un cycle de souffrance sans fin. Aujourd'hui, si vous vous trouvez en Normandie, visitez le petit cimetière de Saint-Pierre à Bayeux. Cherchez la tombe sous le vieux chêne. Vous verrez la pierre tombale en marbre blanc d'Adélaïde de Montclerc. Et presque toujours vous y trouverez des fleurs fraîches, même en plein hiver, laissées par des visiteurs qui ont été touchés par son histoire. Si vous empruntez la D675 au crépuscule d'octobre, vous apercevrez peut-être une silhouette blanche. Mais n'ayez pas peur. Ce n'est qu'Adélaïde qui veille. Elle ne cherche plus à effrayer. Elle protège maintenant ceux qui voyagent sur cette route, s'assurant qu'aucun d'eux ne connaisse la terreur qu'elle a vécue. Car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment, évoluant de la terreur vers la compréhension, de la malédiction vers la bénédiction, de la tragédie vers la rédemption. L'histoire d'Adélaïde de Montclerc nous enseigne que même les âmes les plus perdues peuvent trouver la paix si quelqu'un prend le temps d'écouter, de comprendre, de se soucier, que l'amour véritable ne meurt jamais vraiment, même quand les amants meurent. Qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, quelque chose qui relie les âmes à travers le temps et l'espace. Et peut-être, juste peut-être, que quelque part dans les brumes de Normandie, deux jeunes gens marchent main dans la main pour l'éternité, enfin libres, enfin ensemble, enfin en paix. Voilà l'histoire vraie de la Dame Blanche de Normandie. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Avez-vous déjà vécu une expérience paranormale? Connaissez-vous des histoires similaires dans votre région? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies de fantômes et de mystères. Et dites-moi dans les commentaires, quelle histoire aimeriez-vous que je raconte la prochaine fois? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, les fantômes ne sont que des âmes perdues qui ont besoin qu'on les écoute. Bonne nuit et faites de beaux rêves.